Alors, maintenant que nous avons pu introduire ce qu'était une transformée de Fourier, eh bien, nous allons calculer différentes transformées de Fourier pour des fonctions qu'on rencontre très souvent quand on fait notamment de l'optique. Donc sur cette vidéo, c'est la première de deux vidéos. J'en ferai une seconde où on s'intéressera plus particulièrement à une fonction qu'on appelle la sienne. Alors, petit rappel sur la transformée de Fourier. Son intérêt, c'est de pouvoir basculer d'un domaine qu'on appelle le domaine direct, et ce sera ici pour nous dans le cadre de cette vidéo le temps, à un domaine réciproque qui sera le domaine des fréquences angulaires. Ici, j'ai rappelé les différentes conventions que je vais utiliser dans le cadre de ce cours. Je le redis encore une fois, il y a plusieurs conventions qui existent. Ces conventions peuvent jouer à la fois sur le terme qu'on a dans l'exponentielle complexe et puis aussi sur le facteur 1 sur 2π qu'on voit lors de la reconstruction. Mais globalement, ça va jouer que sur ces petits facteurs de proportionnalité. Ça ne va pas changer les grandes conclusions qualitatives qu'on pourra tirer. Ça ne dépendra pas de la conclusion, de la convention qu'on utilise. Donc vraiment, cette transformée de Fourier, son intérêt, c'est de pouvoir avoir un autre angle de vue qui sera le domaine réciproque. Donc on va voir ça. Et la première fonction qu'on va étudier, c'est la fonction cosinus qui normalement ne devrait pas poser de problème. Ici, la fonction cosinus oméga 0t. Si vous avez bien compris ce qu'était une série de Fourier, une transformée de Fourier, eh bien, il n'y aura pas de souci pour comprendre le spectre qu'on a pour cette fonction. Cette fonction cos oméga 0t, on peut utiliser la formule de l'air, c'est exponentielle oméga 0t plus exponentielle de moins i oméga 0t divisé par 2. Et là, on voit tout de suite qu'on va avoir deux fréquences qui sont présentes. Une fréquence à oméga 0, une fréquence à moins oméga 0. Et du coup, la transformée de Fourier, eh bien, ce sera donné par une fonction delta, enfin je devrais plutôt dire une distribution delta, de oméga moins oméga 0 plus la même chose, la distribution delta d'oméga plus oméga 0. Alors ce delta, c'est pas exactement une fonction, c'est ce qu'on appelle une distribution, ça a des propriétés supplémentaires par rapport à une fonction, c'est plus riche, et ce delta, c'est la distribution Dirac qui vaut 0 partout, sauf en 0, où là, elle va tendre vers l'infini. Donc cette distribution de Dirac, ça va être un des outils très importants de la transformée de Fourier et des outils mathématiques qu'on a autour de cette transformée de Fourier. Alors quand on a delta, la distribution de Dirac oméga moins oméga 0, ça veut dire qu'on aura la distribution de Dirac qui sera centrée en oméga 0. Ce qu'on a réalisé ici, c'est une opération de translation. Donc voilà de quoi aura l'air le spectre de notre signal cosinus. Ici, c'est la valeur absolue du spectre. On aura deux distributions de Dirac, l'une en oméga 0, l'autre en moins oméga 0. La petite sœur de la fonction cosinus, c'est la fonction sinus, et on peut encore une fois utiliser les formules de l'air qui va nous dire qu'on a, comme dans le cas précédent, deux fréquences qui vont apparaître naturellement dans le spectre, c'est oméga 0 et moins oméga 0. Et là, quand on fait le calcul, la transformée de Fourier va être donnée par deux Dirac, un en oméga 0, un autre en moins oméga 0. Là, entre ces deux distributions de Dirac, ce sera un si moins, et puis on aura un facteur i qui va apparaître aussi, qui est lié juste à la décomposition de l'air. Donc au niveau de la forme globale du spectre, eh bien, on a le même spectre quand on considère la transformée de Fourier avec sa valeur absolue, que ce soit pour un cosinus ou bien que ce soit pour un sinus. Alors maintenant, une autre fonction basique, mais néanmoins très importante, c'est une fonction constante. Donc considérons dans le temps quelque chose qui n'évolue pas. Eh bien, on peut voir que c'est un cas extrême de quelque chose de périodique dont la périodicité serait infinie.
Donc là, la fréquence qui va jouer, eh bien, ce sera la fréquence nulle. En effet, on n'a pas, quand on a quelque chose de constant, d'évolution. On ne va pas avoir de fluctuation qui va composer ce signal. Donc il n'y a pas de raison d'avoir d'autres fréquences que la fréquence nulle. Donc ce qu'on peut montrer, c'est que la transformée de Fourier de la fonction constante de 1, eh bien, c'est 2π fois la distribution de Dirac, donc une distribution centrée ici en 0. Ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on représente une distribution Dirac, généralement, on met une petite flèche en haut pour rappeler le caractère bien particulier de ces distributions de Dirac. Donc voilà, élément constant dans le domaine direct donne un Dirac, donc une seule fréquence qui est la fréquence nulle dans le domaine réciproque. Le cas opposé, eh bien c'est si dans le domaine direct on a un Dirac, donc un élément extrêmement bref, infiniment bref, quel va être son spectre? Eh bien dans ce cas-là, si on veut reconstituer un élément extrêmement bref, on va être obligé d'impliquer beaucoup de fréquences, parce que là, la variation est extrêmement rapide, et on va mettre en fait une infinité de fréquences pour reconstituer ce Dirac. Et ce qu'on a, c'est que la transformée du Dirac, c'est la fonction constante 1. Donc toutes les fréquences possibles sont impliquées, et elles sont impliquées avec la même amplitude qui vaut 1. Maintenant, on va faire un calcul explicite d'une transformée de Fourier, cette fois-ci pour le cas d'une fonction qui est la fonction porte. Alors cette fonction, comment elle est définie? Eh bien, c'est une fonction qui vaut 0 partout, sauf autour de l'origine, où elle vaut 1. Et la durée temporelle où elle vaut 1, ça correspond à 1. Donc mathématiquement, cette fonction porte qu'on représente avec un grand pi, un pi majuscule, vaut 1 si la valeur absolue du temps est inférieure à 1,5, et elle est nulle si on est à un temps qui est soit inférieur à moins 1,5, soit supérieur à 1,5. Donc comment on va calculer son spectre de cette fonction porte? Eh bien, on va partir de la formule qui nous donne la transformée de Fourier, et on va juste prendre en compte qu'on a une fonction porte. Et ça va se traduire par un changement des bornes d'intégration. Donc au lieu d'intégrer de moins l'infini à plus l'infini, on va seulement intégrer de moins 1,5 à plus 1,5. Et comme on sait prendre la primitive de exponentielle moins i oméga t, on va être capable de poursuivre le calcul. Donc la primitive de exponentielle moins i oméga t, c'est exponentielle de moins i oméga t divisé par moins i oméga. Ici, c'était une intégration par rapport à t qu'on faisait, et les bornes d'intégration, ce sera entre moins 1,5 et 1,5. Donc voilà le résultat qu'on obtient quand on replace les bornes d'intégration. Et si on change juste ici la présentation, j'ai juste éliminé le signe moins, et j'ai fait ressortir un facteur 2 en dessous. Alors pourquoi? C'est juste ici pour reconnaître quelque chose qu'on a bien. Ce qu'on reconnaît là, eh bien, c'est l'expression d'un sinus. On voit qu'on a mis de côté sinus oméga sur 2. Et puis, ce terme, il est divisé par oméga sur 2. Donc voilà, on a calculé notre transformée de Fourier. Alors on dispose d'un moyen plus compact pour donner ce résultat, en faisant intervenir une nouvelle fonction qui est la fonction sinus cardinal. Cette fonction sinus cardinal, on va la définir comme étant le rapport entre la fonction sinus divisé par son argument. Donc sinus cardinal de θ, ce sera le sinus de θ divisé par θ. Et avec cette notation, eh bien, la transformée de Fourier d'une porte de largeur 1, c'est un sinus cardinal de oméga sur 2. Voilà, on a notre expression explicite
de cette transformée de Fourier. Alors, je peux donner quelques commentaires supplémentaires par rapport au sinus cardinal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux définitions du sinus cardinal qui existent. Il y a cette définition-là, et puis une autre définition où il y a un facteur pi qui est intégré dans le sinus et sur le dénominateur. C'est par exemple cette autre définition que va utiliser MATLAB ou des logiciels comme Octave. Donc soyez vigilants et vérifiez tout le temps la définition du sinus cardinal qui vous est donnée. Ce qui peut être intéressant aussi par rapport à sinus cardinal, et ce qu'on emploiera souvent, c'est de connaître la position des zéros, c'est-à-dire des positions pour lesquelles on va croiser l'axe des abscisses. Alors, elles sont très simples à trouver. Il suffit d'avoir le numérateur qui s'annule. Donc, sinus θ qui vaut 0. Donc, on a ça quand θ est un multiple entier de pi. Alors, ici, ce multiple entier, il est différent de 0 parce qu'on voit bien qu'en 0, on n'est pas égal à 0, mais on est égal à 1. Ça, on peut le montrer assez facilement en faisant un développement limité de l'expression du sinus cardinal. Ce qu'on voit bien ici aussi sur cette image, c'est le caractère oscillant de ce sinus cardinal qui est lié à la présence de la fonction sinus, mais les oscillations latérales ont une amplitude qui décroît, et cette décroissance de l'amplitude, c'est donné par la fonction 1 sur θ. Ici, on l'a représenté à travers sa valeur absolue. Donc on voit bien, on a des oscillations prononcées, mais qui vont progressivement s'atténuer suivant 1 sur θ. Donc merci pour avoir suivi ces premiers exemples de transformée de Fourier.